Mon nom, c'est Émilie Charbonneau. Je suis quatrième vice-présidente à la PTS, responsable du secteur sociopolitique. Ce soir, on est avec vous pour un webinaire pour s'entretenir concernant notre première trousse sociopolitique à la PTS en lien avec la privatisation. Donc, la privatisation a toujours été un sujet à la PTS qui était une priorité. C'est notre première trousse d'information. On était capable de la mettre en place avec l'ajout de ressources. Donc, lors du dernier Conseil national, on était ferme à l'unanimité pour déclarer que la défense des services publics, c'était ce qu'on devait mettre de l'avant comme syndicat, comme lutte, mais c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre déclaration de principe à la PTS, la défense des services publics. Puis historiquement, la PTS a toujours été dans ce positionnement politique-là. Il s'est concrétisé lors de notre dernier congrès quand on a pris une position de lutte à la privatisation. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est les premiers jalons d'une pratique qu'on veut instaurer à notre secteur sociopolitique à la PTS, celui de développement d'outils pour vous accompagner lors de la représentation de vos membres, puis aussi d'être capable de maîtriser le vocable entourant les enjeux que vous défendez, que ce soit en ce qui a trait à la privatisation, les enjeux sociaux, les enjeux professionnels que ça l'amène, mais aussi les enjeux macro-sociaux dans lesquels placent nos membres la privatisation du réseau de la santé et des services sociaux. L'un de nos souhaits à la PTS, c'est de développer un guide d'utilisation de la trousse en lien avec le secteur de la mobilisation. Aujourd'hui, on va vous présenter le contenu de manière sommaire parce que vous allez avoir accès à son lancement au prochain CG, au prochain Conseil général de la PTS la semaine prochaine. Vous allez avoir le support papier. Nous en avons fait quelques copies. C'est important pour nous de souligner cette première, mais on a également fait une autre première dans un souci de développement durable. Notre premier code QR à la PTS qui va être notre trousse d'information à la privatisation. Ce soir, je suis accompagnée de Guillaume Plourde, qui est notre responsable à la recherche au niveau sociopolitique. Donc, il va vous entretenir de privatisation, puis je vais glisser quelques commentaires. Puis par la suite, on va avoir la chance de prendre vos questions, prendre vos commentaires, prendre vos réactions, puis d'échanger autour de ce sujet-là qui est transversal dans le syndicalisme au Québec, soit la privatisation au niveau de la santé et des services sociaux. Je te passe la parole, Guillaume. Bonjour tout le monde. Vraiment content que vous soyez connectés avec nous là, pour ce webinaire-là sur la privatisation en premier lieu. Comme Émilie l'a dit, on a travaillé très fort là, au secteur de l'action sociopolitique là, concernant cette trousse-là. Dans le fond, ça sert d'un outil un peu clé en main là, sur les définitions de qu'est-ce que la privatisation, qu'est-ce qu'on entend par ça, mais aussi par quelle facette de la privatisation, on va dire, on parle. Qu'est-ce que ça comprend ce mot-là dans les services sociaux puis les services de santé au Québec. On est parti de là. Puis cette trousse-là, dans le fond, elle a été créée là, à partir de plein de sources d'informations, là, autant gouvernementales que d'instituts de recherche ou encore de chercheurs indépendants sur ce sujet-là en particulier et aussi plus spécifiquement là, sur le réseau de la santé et des services sociaux. Je vais arrêter désolé de l'anglicisme, le screen sharing, le partage d'écran, pour la simple et bonne raison que l'ensemble des définitions qu'on va utiliser ce soir vont se retrouver dans cette trousse-là. Et comme Émilie l'a dit, vous y allez avoir accès au courant de la semaine prochaine. Là, vous allez pouvoir la consulter, la feuilleter. Comme on s'est dit, on veut que ce soit un outil aussi pour les exécutifs locaux autant que les RN. Ça va vous permettre de comprendre exactement quel phénomène on aborde là, dans certaines dynamiques locales aussi. Vous allez peut-être être surpris parce qu'on va vous dire, peut-être, désolé du terme, mais peut-être un peu perturbé aussi. Des fois, on ne se doute pas que la privatisation va aussi loin des services sociaux.
Par la suite, là, mais avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse peut-être un tour de table. Là, quand on parle de privatisation, là, c'est un phénomène là, qui est quand même assez large. On parle de privatisation, il me semble, dans le réseau de la santé depuis toujours. Là, on peut dire qu'entre début des années 70 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours parlé un peu de privatisation, mais on se demandait en gros, c'est quoi ça exactement? La définition qu'on y donne, nous, en tout cas dans la trousse puis à la PTS, là, c'est au plus simple de son expression. C'est un phénomène de déplacement de responsabilité du public, dans le fond de l'État, vers le privé, les entreprises privées, dans diverses activités de l'État, que ce soit en santé, en éducation. Là, je vous donne les deux plus gros ministères, là, mais ça peut être un peu partout. Là, dans ses activités quotidiennes aussi. Là. Fait que ça fait c'est la base sur laquelle on s'entend tous là, ici pour dire la privatisation, à la base, c'est ça. Après ça, on peut juste ouvrir l'éventail des possibilités sur qu'est-ce que la privatisation. Puis, ce que ça nous a donné, c'est qu'on a trouvé, en gros, au fil des recherches, 4 grandes formes de privatisation. On pourrait appeler ça des familles, là, dans le fond, relatives à la privatisation. Puis après, ça peut se déplacer, ça se dénomme comme suit. Dans le fond, on a en premier la gestion et l'administration des services. Le financement, en deuxième, le financement des services. En 3, la prestation de services avec la sous-traitance. Prestation de services, là, c'est juste pour que ça soit un peu plus clair, mais je vous dirais plus la sous-traitance en général. Et la dernière, c'est la propriété à qui appartient, mettons, les établissements, les lieux où on va offrir ces services-là. C'est tout expliqué dans la trousse encore une fois. Puis, dans le fond, on va se lancer comme suit. On va faire chacun des points avec à peu près là, minimum 2 exemples, peut-être un peu plus si le temps nous le permet, là, en fonction de ces catégories-là. D'accord, allons-y. Si on parle de la gestion et de l'administration, dans le fond, la gestion et l'administration des services publics peut être quand même privatisée selon certaines idéologies dans le fond, qui animent ces 2 champs-là, qui est pas mal un peu le même, la gestion et l'administration. Ben oui, on l'a fusionné ensemble. Là. Mais celle qui nous affecte le plus particulièrement, c'est la nouvelle gestion publique, qui est on va dire, là, une mode qui ne se démode pas présentement là, au Québec. Là, elle se raffine. Oui, elle fait juste se raffiner, là, qui est dans le fond l'expression simple où on met l'utilisateur payeur des services, où on fait porter le fardeau du financement et de la conception des soins de service sur le citoyen, dans le fond, ou le prestataire des soins de santé. Puis, tout ça conduit, dans le fond, à diverses formes de je voudrais dire, administration, gestion du réseau. Puis, ce qui nous affecte plus particulièrement, là, c'est vraiment... je pense que tout le monde, vous l'avez, là, ça affecte une grande partie de vous autres. Là, c'est que la gestion générale de ce qui est le réseau de la santé est vraiment axée maintenant sur ce qu'on pourrait appeler la performance. Il y a une gestion axée sur la performance. On peut dire la gestion statistique. Effectivement. Par exemple, les gens en soutien à domicile. Moi, je travaillais au social Je travaille social dans la vie, puis j'ai fait du soutien à domicile, puis de la santé mentale, tout ce qui est SIC+, les stats. On a un archiviste aussi avec nous qui sort les rapports de statistiques. Donc ça, c'est une façon de gérer à la performance, qui est une façon de donner un rendement, une numérisation des actes qui sont faits par les professionnels et techniciens du réseau de la santé et des services sociaux. Là, vous direz, c'est quoi le lien avec la privatisation avec ça? Bien, c'est assez simple. Là. C'est quand on est capable de pouvoir chiffrer cette performance-là. Évidemment, on est capable de la comparer aussi. Fait que le privé peut se mettre en alternative
après ça à probablement peut-être une gestion déficiente ou un manque d'accès aux soins par des listes d'attente qui sont tout le temps en train de gonfler parce qu'on presse le citron. Mais il y a aussi des méthodes de financement. On finance le réseau d'une certaine manière au Québec qui, actuellement, c'est le financement historique. Là. Ça veut dire qu'on se base sur les années antérieures pour prévoir le budget actuellement pour répondre aux besoins historiques du Québec en termes de santé et de services sociaux. Par contre, aujourd'hui, depuis 2019, il y a un projet qui est pilote qui a été mis en place qui s'appelle le financement axé sur le patient. Et ça, ce financement-là, dans le fond, se résume à déterminer l'ensemble des coûts d'actes médicaux sur le parcours de santé des individus qui rentrent dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ça, ce que ça permet, dans le fond, c'est désolé de l'expression, mais c'est une expression allemande, je vais vous l'expliquer plus tard, là, un certain benchmark des services. Fait on va être capable, le gouvernement va être capable de déterminer combien ça coûte sur, admettons, quelqu'un qui rentre en dépression dans le réseau au complet, sur du début de sa dépression, de son diagnostic, jusqu'à sa guérison officielle selon le diagnostic de l'établissement. Ce que ça fait en sorte, c'est que l'ensemble de ce parcours-là, quand il est rendu public, parce qu'il va l'être évidemment, là, ces coûts-là, ça favorise les entreprises privées à se mettre, à adapter leur stratégie, dans le fond. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Ce que ça fait en sorte, c'est que les entreprises privées peuvent élaborer leur stratégie d'affaires par rapport à ces dossiers-là spécifiques. Là. On vous a donné l'exemple de quelqu'un en dépression, mais ça peut être un scan en général. Qu'est-ce que ça coûte, tout ce que ça coûte pour arriver à un scan? Puis ça donne l'opportunité à l'entreprise privée, encore une fois, de se mettre comme une avenue meilleure que le public et pour moins cher, ce qui pourrait entraîner aussi le public à faire des achats de services vis-à-vis les entreprises privées où ça coûte moins cher. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça mène comme effet pernicieux? C'est que le diagnostic va devenir une marchandise. Exactement. Donc, il y a des diagnostics qui vont être plus payants que d'autres, puis des diagnostics que le privé va vouloir plus s'accaparer dans son niveau de soins, puis des diagnostics qu'on va dire, bien ça, ces diagnostics-là, ça coûte ben trop cher. On va laisser ça au public. Donc, ça nous amène encore une fois une inégalité supplémentaire dans le traitement de problèmes qui devraient être fondamentalement, à la base, c'est des humains qu'on traite, pas des diagnostics. Donc, ça amène aussi toute une philosophie au niveau des soins, des services qui sont donnés à la population. Exactement. Et en plus, ça cause d'autres problèmes aussi sur les budgets. Je veux dire, l'ensemble de vos activités quotidiennes sont gérées par les budgets de vos établissements. Puis vu que là, maintenant, on va financer un peu au volume, au résultat des volumes d'actes médicaux qui vont être réalisés, ça fait en sorte que les budgets, des fois, ne suivent plus le financement. Le financement est plus adéquat dans le fond du budget puis à la réalité des choses. Ce qui va pousser... en tout cas, ça, c'est des exemples qu'on se base aux États-Unis, là, surtout, là, qui poussent certains gestionnaires d'établissements de santé de repousser des nouveaux patients ou des nouvelles patientes par faute de fonds. Ou encore, ce que ça va entraîner des plus grandes disparités régionales et versus les centres. Parce que dans certaines régions, certains centres hospitaliers ne sont pas nécessairement spécialisés dans certaines productions désolé, là, je parle en ces termes-là, mais en services de santé ou services sociaux plus spécialisés, qui demandent une plus grande connaissance, admettons. Fait que c'est vers ça qu'on se pointe. Le projet pilote, présentement, a été prolongé jusqu'en 2024. Et on sait que la PTS, on risque de se positionner là-dessus là, et de faire des représentations adéquates à ce moment-là. Fait qu'on a un bel horizon là, de quelques années pour se préparer à ce nouveau méthode de financement-là qui va entraîner une privatisation, c'est à peu près ça. Une privatisation au niveau macro-social, puis un impact direct sur la pratique
de nos intervenants. C'est clair que ça va venir changer la façon de faire les choses. On le sait, par exemple, le soutien à domicile, la standardisation des pratiques a amené une dénaturation complète, par exemple, de qu'est-ce qui est le travail clinique en travail social. Donc, la perte de sens liée à la privatisation est aussi un enjeu professionnel qu'on va être capable de juxtaposer dans le futur. Parce que là, on parle du contenant. Guillaume vous entretient sur le contenant, les grands enlignements. Si on s'en va là, en termes d'enlignement et de philosophie de soins, bien clairement, on va aussi avoir ce qu'on appelle des enjeux au niveau de l'accès des soins en santé et services sociaux. Puis ça, bien, c'est clair que nous, au secteur sociopolitique et utilement à la PTS, bien, on va s'y pencher parce que ça fait partie de notre définition même, puis notre mission, comme je vous ai mentionné précédemment dans notre déclaration de principe, d'aller à la défense des services publics. Comme dernier exemple, là, mettons, d'une privatisation de gestion et d'administration, je vais vous parler de des cas qui n'ont plus cours maintenant au Québec, mais on a vu dans les 10 dernières années à peu près là, les fameux PPP, les partenariats publics-privés. Ça, c'est encore définition très classique. Là. C'est un rapprochement opéré au niveau contractuel entre l'État et les entreprises privées sur la conception, le financement, la réalisation ou encore certaines exploitations de projets publics. Dans le cadre de la santé, bien, on a eu 2 beaux exemples de ça, qui est la construction du nouveau CUSUM et la construction du nouveau CHUM. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais la bâtisse en tant que telle, les 2 bâtisses n'appartiennent pas au M3S, là, au ministère de la Santé, n'appartient pas au peuple québécois. Elle appartient à une compagnie, 2 compagnies dans le fond, qui s'appellent SNC-Lavalin et Veolia. Veolia qui est le partenaire français là, de SNC-Lavalin là-dedans. Et le contrat là, stipule en gros là, que ces 2 compagnies-là s'occupent de l'entretien matériel là, non clinique de la bâtisse, ce qui fait en sorte que le gouvernement, à chaque année, a payé et loue, dans le fond, les installations sur les 35 prochaines années, à partir de la construction là, de ces établissements-là pour rentabiliser le projet de la part de ces 2 firmes-là. 35 ans, ça va revenir dans les peuples du gouvernement, mais dans 35 ans, c'est pas mal là aussi qu'on va avoir des réflexions majeures à faire. Est-ce que vous voyez la pogne déjà qui commence à se pointer à l'horizon? On risque de refaire affaire avec ces compagnies-là, puis c'est un servicieux qui ne finira plus jamais, là, un peu. Donc, dans le fond, le gouvernement a décidé de sous-contracter volontairement, de payer quelque chose qui ne lui appartiendra jamais. Ou en tout cas, ça va lui prendre du temps. Il va prendre du temps, parce qu'après 35 ans, il va falloir rénover. Exactement. On va passer à la deuxième partie là, sur 4 là, de la présentation. On rentre dans le financement privé. Contrairement à ce qu'on avait dit auparavant, le financement privé, c'est plus par rapport je vous dirais, au financement des soins en tant que tel et non de la grande patente qui est le réseau. Là. On parle vraiment là, de comment on va financer certains soins via, entre autres, les dons philanthropiques. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a plusieurs fondations au Québec qui se dressent comme voulant aider certains services sociaux en particulier, là, et même services de santé, en santé mentale. Des grandes fondations comme Lucie-André Chagnon, en particulier, pour ne nommer que ceux-ci. Il y en a plein d'autres là, qui œuvrent dans diverses missions. Une dernièrement, là, je vais dire de quoi de gros, mais quand même, là, il y a la fondation Louis et Véro pour le TSA, pour les maisons en TSA. Ce n'est pas des mauvaises initiatives en proprement dit. Quand on parle de ça, puis on ne peut pas reprocher à ces gens-là d'être touchés par ces causes-là et de vouloir entreprendre de quoi pour aider l'ensemble de la population dans ces dossiers-là. Par contre, ça morcelle le financement public parce que normalement, quand une fondation donne de l'argent, comme Chagnon le fait
pour aider les missions jeunes. Les missions jeunes en particulier. Ils ont donné 450 millions. Mais quand ça s'opère de la part d'une fondation, le gouvernement, normalement, il ne fait pas juste comme Hey, cool, je vais rajouter le même argent. Il fait Cool, super, tu as ajouté 450 millions. Dans ce cas-là, moi, je vais prendre 450 millions et je vais le remettre ailleurs. Parce que ça déresponsabilise l'État en cette fonction-là. Ça n'assure pas une pérennité du financement de ces missions-là, parce qu'ils sont tout le temps soumis un peu aux aléas des bons vouloirs de ces fondations-là. Quand on parle, l'exemple qu'on vous a donné là, de la Fondation Chagnon sur les missions jeunes, il y a quelques années, si je ne me trompe pas, l'année m'échappe, mais ce n'est pas si longtemps que ça, là, c'est dans les 4 dernières années, Chagnon a retiré son 450 millions pour X, Y raison. Ça a vraiment mis beaucoup d'organismes communautaires qui viennent normalement comme pallier aux soins des services sociaux, là, mais dans la grosse M, ce qui a fait en sorte que l'État a dû allonger un autre 450 millions qu'il n'avait pas prévu au budget, puis ça débalance tout son budget par rapport à ces missions-là. Puis ça, c'est quand l'État décide d'avancer l'argent, parce que des fois, il ne le fait pas. Puis, tu sais, on le voit de plus en plus, les organismes communautaires sont de plus en plus substituts à des soins et des services que l'État, le réseau de la santé et des services sociaux ne sont plus capables de fournir. Donc, souvent, on se retrouve, ils se retrouvent souvent, comme on appelle... Puis là, il faut faire attention à la poubelle, là, parce que souvent, ce qu'on n'est pas capable de traiter, ce qu'on n'est pas capable de rendre comme service, ils vont déborder dans ces organismes-là communautaires qui ont une expertise qui mérite d'être respectée dans leur mission et dans leur expertise, mais qu'elle est galvaudée par le fait que le réseau public s'est désinvesti de ses responsabilités. Donc, ça amène des grands enjeux éthiques aussi, puis ça fait en sorte que ça fragilise le filet social, parce que les organismes communautaires sont également le filet social sur lesquels le réseau de la santé et des services sociaux devrait être capable de travailler en équipe et non pas en compétition, parce que c'est ça que ça amène aussi dans le milieu communautaire. Les gens sont tellement stressés d'avoir le financement que parfois leur mission même est galvaudée pour pouvoir obtenir ces subventions-là. Donc, après, on se demande, est-ce que le service est vraiment donné? Est-ce qu'il est donné à la bonne place, dans l'intérêt de la population? Ça emmène de nombreux enjeux éthiques, puis ça place les intervenants dans des postures pas évidentes. Effectivement. Si on finit dans le fond avec notre deuxième exemple, là, au niveau du financement des services publics, là, on parle de la tarification. C'est quoi, c'est la tarification? Normalement, on pourrait le comprendre là, assez simplement comme un montant qu'on demande pour avoir aux usagers d'un service pour avoir accès à ce service-là. C'est un peu étrange quand on considère que le principe même du système de santé québécois et des services sociaux, c'était l'universalité, désolé, un mot assez difficile à prononcer, à 9 heures. Pas 9 heures, à 7 heures. J'ai vu le 19 heures. Désolé. Ça fait en sorte que cette tarification-là, je vais vous donner quelques exemples. Là. On a parlé, souvenez-vous, là, en 2010, Jean Charest lui a parlé du ticket modérateur pour limiter, pour diminuer, c'était sa solution miracle, il me semble, pour diminuer les listes d'attente, en disant, on va mettre un ticket modérateur, comme ça, les gens, ils vont arrêter de se plaindre, ils ne rentreront pas à l'hôpital pour rien, parce qu'ils vont payer. Mais ce n'est pas tout le temps comme ça que ça marche la vie. On s'entend que quand on met une barrière financière à un service, en fait, ceux à qui on barre l'accès au service, c'est probablement, c'est en tout temps les plus pauvres de la société. Ceux qui, admettons qu'on parle, après ça, je vous donne un autre exemple, la taxe santé qui était ce qu'on appelait dans ces premières années une flat tax, qui est une taxe à taux unique. Mettons que la taxe santé était à 100 $, à 100 $, pour une famille avec un revenu de 22 000,
le 100 $ prend une toute autre importance pour une famille qui gagne 200 000. Je veux dire, la tarification est assez simple dans les services publics en santé. C'est une barrière à son accès. Comme les frais accessoires aussi. Les frais accessoires, là on parle des... normalement, c'est des frais qui vous est chargés pour tout ce qui est consultation, accès administratif à votre dossier de santé, normalement. Ça peut être aussi pour, par exemple, quand on veut un formulaire, quand le médecin, on a besoin d'un formulaire SST ou même divers formulaires médicaux à compléter pour les assurances. Parfois ils surchargent, dans le fond, le temps qu'ils prennent pour compléter le formulaire. Exactement. Par contre, dans la loi sur la santé et les services sociaux, ce qui est étrange, c'est que votre dossier médical, il vous appartient. On ne devrait pas vous empêcher d'avoir accès à votre dossier médical. Fait que ça aussi, c'est une autre forme de tarification qui brime l'accès à des droits que vous avez là, tous et toutes. Essayons d'y aller un peu plus vite. La troisième facette de la privatisation qu'on avait identifiée, c'était la prestation des soins, 2 points, ou des services, la sous-traitance. Et là, je pense que là, ici, tout le monde qui est en train d'écouter le webinaire et tout le monde qui va écouter le webinaire, qui travaille dans le réseau de la santé, travaillent ou ont travaillé ces derniers temps avec ce qu'on appelle la main-d'œuvre indépendante ou, communément appelé, des travailleurs d'agence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce phénomène-là, il prend de plus en plus d'ampleur. La semaine dernière, nous sommes allés à Québec là, faire des représentations à ce sujet-là, en partie sur la main-d'œuvre indépendante, mais aussi sur ce qu'on appelle les services achetés, qui est une forme d'externalisation des services de santé et sociaux offerts à la population. Puis quand je dis externalisation, là, puis des services achetés, c'est pas compliqué. Là. Je vous donne un exemple. Là, on a su qu'il y avait beaucoup de monde en soutien à domicile, hébergement. Là. Ça, c'est quand, à place... Je vais essayer de me trouver un exemple de piste, là, je n'avais pas pensé à celui-là. Mais c'est quand les gens ne sont pas capables de finir leur check-up ou leurs soins vis-à-vis certaines personnes parce que ce n'est pas des cas nécessairement urgents, mettons pour un ergo. Puis finalement, le CIS ou le CIUS va référer cette personne-là dans une clinique d'ergothérapie privée pour X, Y raison, là, mettons en soutien à domicile. Il va envoyer il va l'envoyer dans une clinique d'ergothérapie, puis ça va être la carte Soleil qui va payer. Ce qui veut dire que la clinique, dans le fond, ne charge pas nécessairement le prestataire du service, là, le client, on va dire, là, désolé du terme, j'aime pas ça, mais le client de l'ergothérapie pour mieux filer, mais va charger finalement le CIS qui n'est pas capable d'arriver à atteindre cette personne-là sur sa liste d'attente parce que son cas n'est pas nécessairement urgent. Ça peut être aussi au niveau de la curatelle au soutien à domicile. Tu sais, souvent, on a des régimes de protection à mettre en place, les listes d'attente, on n'a pas le temps. Donc, on n'a pas le choix de référer au privé pour ça, parce qu'on n'a pas les sous parfois pour certaines expertises. Donc, ça peut être des exemples qui sont possibles. Puis, un des exemples les plus flagrants de l'externalisation, là, c'est tout ce qui est en radiologie. Hein, la radiologie, quand on va chez notre médecin et qu'il nous réfère d'emblée dans une clinique privée, puis qu'on arrive, puis ce qu'il nous demande, c'est notre carte Soleil. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est, dans le fond, c'est des services. C'est des services achetés dans le fond, qui vont être chargés, pas à vous, mais au CIS qui vous a envoyé là-bas. Puis, dans le fond, ce que j'expliquais là, la semaine passée, nous autres, on est allés faire des représentations auprès de Québec solidaire et du PQ à ce sujet-là pour qu'ils puissent commencer à mettre dans l'embarras le gouvernement là, à ces sujets. Je pense que vous êtes tous au courant là, des dernières annonces du gouvernement.
on peut se féliciter qu'après notre rencontre, au moins là, avec un des deux partis a parlé, a pris position en chambre, a posé des questions à M. Legault qui l'ont mis un peu dans le pétrin et ça l'a déboulé sur une rencontre qui a lieu ou qui aura lieu dans les prochains jours. Demain, avec Mme Labelle. Ce qu'on fait, des fois, ça peut pas, c'est dans on va dire, un peu dans le back burner là, ou en arrière-scène. En arrière-scène, merci. En arrière-scène, mais ça a quand même sa portée. Ultimement, là, avec ce travail-là, on réussit à arriver à ce genre de rencontre-là, puis à pouvoir un peu flipper ou modifier le rapport de force qu'on a avec le gouvernement. Puis concrètement, bien, ça montre que le recours à ça n'est pas que pour une catégorie d'emploi, bien qu'on le reconnaisse, par exemple, pour ne pas la nommer, les infirmières, mais on en a dans nos catégories d'emploi, c'est-à-dire nos technologistes médicales, nos gens qui font nos analyses de sang, nos gens qui font nos examens en imagerie, mais aussi dans les services sociaux. De plus en plus, on voit de l'achat de services en privé. Je pense que la majorité des personnes qui sont ici là, en soutien à domicile, autonomie, CHSLD, je pense que vous avez déjà vu aussi le phénomène des ESSAD, les entreprises d'économie sociale, en soins à domicile, ben ça aussi, ça a explosé au cours des dernières années et c'est pas étrange de ce phénomène-là. Par la suite, là, je vais sauter directement là, à la dernière forme de privatisation, ce qui est la propriété. Ça, c'est la propriété des installations. Contrairement, là, mettons, à ce qu'on a vu dans le PPP, là, je vous avoue, le PPP pourrait se qualifier là-dedans aussi. La trousse est faite là, de telle manière aussi à ce qu'on trouve un phénomène à une place, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se retrouver à d'autres places aussi. Là. Il faut juste, ça va être précisé le cas échéant. Si on parle, admettons, des cliniques de professionnels privés, mettons qu'on appelle un chat. Pour diverses raisons, il y a certains types d'emplois où on sait qu'on ne représente pas, que ces types d'emplois-là ne travaillent pas à majorité dans le réseau. En particulier, ceux qui me viennent tout de suite en tête, là, c'est les physio- et ergothérapeutes. On sait que les conditions du réseau ne sont pas nécessairement faciles, ce qui pousse les gens à se partir eux-mêmes en business là, et avec l'appui de certains de leurs ordres professionnels qui, d'emblée, recommandent à certains types de professionnels de ne pas aller dans le réseau et de s'ouvrir leur propre cabinet ou leur propre clinique selon le service de santé ou les services sociaux qu'ils offrent. Ça a des conséquences, puis on ne juge pas le fait de vouloir avoir une meilleure vie, une meilleure conciliation, travail, famille, etc. Là. Je pense que ces raisons-là personnelles leur sont propres, sont valables. Je pense que ça dresse plutôt un portrait très négatif de l'attraction du réseau et pourquoi, à vrai dire, ça contribue aussi à une certaine privatisation du réseau parce que moins on a de gens dans un certain type d'emploi, c'est pas compliqué. On ne peut pas pallier ce manque-là de personnes, de professionnels-là ou de techniciens dans le réseau avec des conditions, désolé, là, qui ne sont pas très bonnes au niveau professionnel. C'est sûr que la communauté de pratique là, de certaines professions qui s'est désagrégée à travers le temps est probablement aussi une des bonnes raisons de l'apparition de plus en plus fréquente des cliniques de professionnels dans certains soins, là, qu'on pense au travail social ou en psychothérapie ou en psychothérapie. De plus en plus, c'est des cliniques polies. Là-dedans, tu as de l'ergo, travail social, psychologue, physio, qui, à la base, sont qu'est-ce qui constitue une approche multidisciplinaire qui est supposée être l'approche qu'on utilise dans la santé et les services sociaux, qui est supposée être l'approche la plus avisée pour faire le tour d'une problématique. Bien, avec la surcharge de travail que l'on vit dans le réseau de la santé et des services sociaux, ce bijou-là qu'on avait de communauté de pratique est de plus en plus difficile à exercer. Les gens n'ont plus l'autonomie non plus de faire la pratique telle
qu'elle est souhaitée, telle qu'elle est apprise, telle qu'elle élève la pratique. C'est quand on se sent professionnel, on veut se sentir vivant, puis on veut se sentir au diapason de ça pourquoi on fait ce qu'on fait, mais de moins en moins, les gens le reconnaissent puis dans le réseau public, puis de plus en plus, ils sont capables de le retrouver au réseau privé, malheureusement. Donc, ça nous amène un pan noir encore de tout ce qui de toutes les mauvaises conditions de travail que le réseau de la santé et des services sociaux offre à nos professionnels et nos techniciens. Puis qui fait en sorte que, veut pas, tranquillement, pas vite, on démantèle, puis les gens, à raison, ont envie de retrouver la passion, puis ils ne la trouvent plus dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, ça, c'est un problème qui est intéressant à adresser, mais qui amène des enjeux parce que de plus en plus de gens ont une pratique mixte. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir une façon d'approcher ça, non pas comme le démoniser ou dire que c'est pas correct, mais plutôt comme l'amener comme une conséquence du manque d'attractivité, comme Guillaume l'a mentionné, là, du réseau de la santé et des services sociaux. Je vais finir avec ce dernier exemple-là, je pense qu'il est assez frappant. Si on parle, je pense que vous les connaissez tous, là, ce genre d'institution-là, mais les groupes de médecine familiale, les fameux GMF. Les GMF, là, c'est un peu le modèle que les médecins ont dressé en opposition au CLSC auparavant. Un GMF, en gros, c'est une communauté de pratique de médecins ou un médecin seul qui œuvre dans toute autonomie là, et que l'ensemble des coûts d'exploitation de ces GMF-là sont financés normalement à même les budgets des CIS et des CIUS. À vrai dire, ça va jusqu'à... quand vous allez dans un GMF, vous payez normalement pour avoir accès ou sinon, on vous donne, c'est votre carte soleil qui va payer, là, évidemment. Là. Et juste pour vous dire, là, ces groupes de médecine-là, l'ensemble des employés je ne dirais pas de soutien parce que c'est pas ça, mais l'ensemble des gens qui vont travailler pour ces médecins-là proviennent c'est de la main-d'œuvre, dans le fond, c'est de vos collègues, là, c'est des membres de la catégorie 4 du réseau public, des TS qui vont travailler là, des infirmières qui vont travailler là, qui sont fournis à même et qui sont payés à même les CIS et les CIUS. Fait qu'on a un espèce de débalancement. Là, on dit que dans le réseau, on manque une pénurie de main-d'œuvre, mais on envoie faire travailler de nos gens pour la poche de certains médecins. Ce qui est assez dichotomique. Merci. Puis, je voudrais finir un peu là-dessus. Là. C'est clair que les médecins aussi là, ont un rôle important à jouer dans cette sous-traitance-là. Là, le statut même, je ne veux pas rentrer dans tout, là, je ne veux pas tout vous vendre les punchs non plus de la trousse, là, mais les médecins ont quand même un rôle assez particulier dans le réseau de la santé. Mais juste pour vous dire que cet hospitalocentrisme autour du médecin, c'est une façon de voir le réseau de la santé. Puis par rapport aux deux derniers exemples, là, par rapport aux cliniques de professionnels et les GMF, puis mettons en le mettant en relation avec les médecins, il y a une façon aussi de se défaire de la vision qu'on a au Québec du système de santé et des services sociaux. Surtout en santé, là, en particulier, là, je veux dire, c'est assez aberrant de voir que la porte d'entrée au réseau de la santé, c'est le médecin, puis la porte de sortie, c'est le médecin. Tu sais, c'est la même porte. Mais entre-temps, on voit que dans d'autres pays, l'entrée dans le réseau de la santé, ce n'est pas nécessairement le médecin, c'est d'autres professionnels de la santé. Ça peut être autant un ergo, un physio, un psycho qu'une infirmière. C'est pas impossible aussi de pouvoir faire avancer cette vision-là des services de santé ici. Puis, en tout cas, je crois, là, ou en tout cas, c'est le souhait aussi qu'on formule, je pense, tous ici, de proposer un modèle alternatif un peu plus humain, un peu plus décentralisé aussi, autour décentralisé pour que l'ensemble de sa communauté de santé et de services sociaux puisse pouvoir contrecarrer
la privatisation, mais aussi améliorer ses conditions. Parce que concrètement, le constat qu'on fait avec cette première trousse-là, c'est qu'on assiste à un démantèlement de qu'est-ce qui est notre réseau public de santé et de services sociaux. Puis, ben, c'est une vision de voir la santé et les services sociaux. C'est une vision politique de porter ça. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire comme syndicat? C'est de proposer autre chose. Proposer un contre-discours, proposer quelque chose qui va faire en sorte qu'est-ce qu'on a pris comme enlignement dans les années 70, c'est-à-dire l'accès universel à des soins de santé et des services sociaux de qualité, bien, ça soit encore quelque chose que les gens aient droit. La population ait accès à ces soins-là. La privatisation, c'est quelque chose qui freine l'accès aux soins. Il y a de nombreux exemples dans la trousse qu'on peut retrouver. Donc, voilà, c'est les premières pistes de réflexion vers le développement d'une contre-proposition ou, comment dire, au lieu d'être dans le négatif, de dire une proposition enthousiasmante de notre vision de la santé et des services sociaux. Donc, voilà, on serait prêt à avoir des questions, à avoir des jases avec vous, des réactions, des émotions, des formations professionnelles, quand je dis émotions. Donc, on est prêt à jaser avec vous. Émilie, Guillaume, vous avez une question dans la discussion, donc je vais me permettre de vous la lire. Ben oui, parce qu'on est loin un petit peu. OK. Pourquoi le gouvernement accepte de payer des tiers pour des services chargés au tarif privé? Les coûts sont-ils bien plus élevés pour la société par heure aux services sous-traités? En général, je vous dirais que oui, à travers le temps. Normalement, là, quand c'est tout le temps au cas par cas, là, évidemment. Là, désolé, là, ma réponse n'est pas tranchée comme ça. Mais ça nous est un petit peu difficile quand même à déterminer parce que majoritairement, c'est des contrats avec des entreprises privées. Fait que le gouvernement et l'entreprise privée ne sont pas très chauds à ce qu'on le sache. Mais j'ai croisé récemment une de nos membres sur les piquettes de piquetage qui me disait qu'elle était TS, puis elle me disait qu'elle venait de quitter l'agence parce qu'elle était rendue là dans sa carrière. Elle voulait, dans le fond, un régime de retraite à un moment donné, elle voulait prendre sa retraite, etc., ce qu'il n'y a pas dans les agences. Et ce qu'elle me disait, c'est que au niveau de l'agence, son salaire horaire était beaucoup plus élevé que en rentrant, qu'à peu près ça pouvait être comparable au salaire de la personne au top échelon là, pour le même type d'emploi là, en rentrant. Fait que, clairement que ça coûte plus cher passer par un tiers. Puis pour les services, ce qu'on appelle les services achetés, ceux-là qu'on envoie directement dans des cliniques parce qu'on n'a pas le temps de les passer, ça, c'est plus difficile à déterminer comme coût. C'est pas nécessairement, les professionnels ou les techniciens ne sont pas nécessairement payés plus cher, à part pour certains professionnels, là, on s'entend, là, les physicos, les physios, normalement, c'est eux qui ont leur propre clinique, c'est eux qui déterminent les prix. Là. Fait que si vous avez déjà consulté un psychologue ou un psychothérapeute de l'heure, là, vous savez à peu près la moyenne qui est chargée, c'est à peu près 120$ de l'heure. Ben, la moyenne qu'on paye un psy dans le réseau, c'est à peu près 52$, quelque chose comme ça. T'sais, si on fait la soustraction, on voit que ça coûte bien plus cher de passer dans le privé. Mais c'est pourquoi le gouvernement fait ça? C'est vraiment pour essayer de se débarrasser de ces listes d'attente. Puis là, avec la COVID, on voit que ça ne fonctionne pas. Les listes d'attente reviennent encore et toujours au devant. Là, on en parle toujours de ces maudites listes d'attente. Désolé, là, mais c'est un peu ça. Oui, bien, tu sais, dans le fond aussi, à force de désinvestir, tu sais, on est quand même à l'aboutissement, malheureusement, de presque 15 ans de gestion, de nouvelle gestion publique, de désinvestissement, un peu même plus que ça, parce que le premier virage ambulatoire... 96, on peut le nommer comme un moment frappant de la privatisation là, en santé et services sociaux. Puis dans l'histoire là, du Québec, là, il y a d'autres événements encore qui reviennent.
qui reviennent. Il y a des ententes aussi avec les médecins qui ont contribué à cette privatisation-là, là, mais on ne voulait pas rentrer dans une démonstration aujourd'hui là, dans ce webinaire-là là, du pourquoi, du comment, puis vous faire un historique de l'ensemble des décisions qui ont conduit à la privatisation. Là. On voulait juste vraiment vous présenter la trousse puis l'outil qu'on a développé pour vous puis qu'on espère que vous allez utiliser là, au local. Là. Pour être capable de mieux comprendre, de mieux vulgariser, puis aussi peut-être mettre des mots sur les enjeux que vivent, dans le fond, vos membres. Puis c'est clair que tout ça relève d'une volonté politique. T'sais, la question se pose, la CAQ veut-tu maintenir son réseau de santé et services sociaux publics ou il préfère le démanteler petit à petit, tranquillement pas vite, par des stratégies comme qui vous est présenté dans la trousse? Parce que dans la trousse, on a aussi des stratégies de privatisation, de démantèlement. La question se pose clairement. Puis, depuis l'état d'urgence, les ententes de gré à gré sont toutes privées. Donc, on n'a pas accès. C'est toutes des ententes de gré à gré, puis on n'a pas accès à l'offre, l'appel d'offres. Donc, il y a une opacité aussi au niveau des contrats qui sont donnés en sous-traitance. Donc, parfois, c'est difficile de chiffrer même l'ampleur du problème. On aimerait ça que, si on peut, si vous voulez prendre parole là, aussi là, directement, là, je ne sais pas si c'est le fait que le webinaire est enregistré là, puis que les gens ne veulent pas se retrouver avec une question enregistrée, mais si vous voulez prendre la parole puis qu'on ait une discussion, bien franchement, j'aurais aimé que cette présentation de trousse se fasse dans un autre contexte et peut-être plus en présentiel. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, gênez-vous pas là, non plus là, pour pouvoir partager sur vos expériences si vous avez déjà travaillé avec des travailleurs d'agence ou ce qu'on vous a parlé, là, vous l'avez déjà vécu ou vu au moins là, dans votre quotidien.